J'ai déjà été présenté, je n'en rajoute pas plus. Virage, que je vais vous présenter avec les différentes actions que nous menons effectivement donc à Strasbourg, mais également pour l'ensemble du Grand Est, est un acronyme, VIRAGE, pour Violence des idées, ressources, accompagnement en Grand Est. Vous voyez qu'on a essayé de ne pas mettre radicalisation dedans, comme ça, on n'a pas eu de souci de débat sur les termes. Mais par contre, on avait la volonté de mettre la question de la violence au cœur de nos préoccupations, pour insister sur la diversité des aspects des radicalisations au pluriel. Vous verrez en quoi ça nous semble de plus en plus opportun au fil des rencontres cliniques que nous pouvons avoir. Voilà, alors le réseau Virage est porté par la Maison des adolescents de Strasbourg depuis janvier 2017. C'est un portage qui nous a été proposé par l'agence régionale du Grand Est, avec des sous qui vont à la clé, ce qui n'est pas fréquent de nos jours. Donc voilà, je suis heureux d'avoir pu bénéficier de ça avec mon équipe. Mais c'est aussi, peut-être, je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne, pour que vous puissiez peut-être, dans vos régions, soutenir le fait que l'ARS peut s'investir dans la prévention des radicalisations de façon générale. Alors, très rapidement, j'ai mes collègues d'Angers tout à l'heure qui ont présenté en gros l'exemple d'une maison des adolescents. Alors, les maisons des adolescents fonctionnent toutes un petit peu différemment, mais globalement, nous sommes effectivement des structures qui accueillent la demande, les problématiques adolescentes de façon générale, non spécifique. Alors, certaines sont rattachées à des services hospitaliers, comme les collègues d'Angers. Nous sommes un groupement d'intérêt public qui mettons en commun des ressources. Alors, parmi ce groupement d'intérêt public, il y a les hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont je fais partie, il y a la ville de Strasbourg, il y a la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale, des associations de lutte contre la toxicomanie, et puis j'en passe un petit peu. Voilà. Donc déjà, ça vous donne un peu un panel à la fois pluri-administratif et donc pluriprofessionnel de notre équipe. Où est-ce que j'en étais ? Voilà. C'est une équipe donc, qui est composée de médecins, psychiatres, médecins généralistes, d'infirmiers, d'éducateurs, d'assistants sociaux, de différents horizons. Et donc, on développe au quotidien des accompagnements pluriprofessionnels en binôme en général, qui sont proposés aux parents d'adolescents seuls avec leurs ados, d'ados avec leurs parents ou seuls, avec ou sans rendez-vous. Donc, quelque chose d'assez souple. La question de la radicalisation, on l'a rencontrée à partir de 2014. Ça nous a été adressé sans que ce soit labellisé radicalisation. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, comme une problématique adolescente de conflit intrafamilial. Et c'est que par la suite qu'on a compris que ça pouvait éventuellement s'appeler de la sorte. Mais bon, on a été bien contraints d'accompagner ces jeunes et ces familles. Au jour d'aujourd'hui, l'accompagnement, on a accompagné une grande quarantaine, on va dire, de jeunes gens et de familles qui ont été confrontés à problématiques de radicalisation par différents angles. Alors, ça peut être des accès directs, des gens qui ont toqué à notre porte, qui sont venus directement. Ça peut être également des personnes, des familles qui nous ont été adressées par la préfecture, suite à un accord d'adressage qui a été signé à partir de fin 2015, je crois, d'en souvenir. Accord qui précisait qu'on pouvait accueillir bien sûr ces familles, mais que les retours qu'on ferait se borneraient à les informer si les gens étaient venus nous voir et si on pensait que c'était une bonne orientation. Et on ne donnerait pas d'autres informations. Et que, en revanche, si, à notre sens, il y avait un risque, un danger pour l'adolescent ou plus largement pour la société, nous prendrions nos responsabilités de professionnels et nous ferions à ce moment-là un signalement en bonne et due forme aux autorités judiciaires. Alors, ça n'a pas été d'emblée accepté de la sorte, mais finalement, ils ont considéré que c'était plutôt mieux que rien. Et plutôt, on pense, efficace dans le type d'accompagnement qu'on pouvait proposer. Autre type d'adressage qu'on peut proposer depuis, ce sont à la fois les obligations de soins, puisque nous acceptons de faire des obligations de soins. Donc c'est
l'exemple de Claire que je vais citer tout à l'heure, accompagnement judiciarisé par la PJJ et des soins qui sont réalisés à la maison des ados. Et depuis peu, on a également notre axe, on va dire, d'action qui, lui, est là pour le coup judiciarisé avec un mandat judiciaire, c'est d'accompagner des évaluations CRIP, protection de l'enfance. Voilà. Bon, ça, c'est la carte du Grand Est, et je salue les collègues du Grand Est qui sont là. Voilà. Je ne vais pas détailler plus longuement les enjeux de Virage pour passer tout de suite à nos 3 missions clés qui sont de l'accompagnement, développer l'accompagnement et, j'allais dire, accompagner les accompagnements éventuellement quand ils sont réalisés par nos collègues des maisons des adolescents ou d'autres partenaires sur ce grand territoire qu'est le Grand Est. Autre point, c'est développer la prévention primaire. Alors, tout début, la prévention primaire qu'on avait proposée à l'ARS se basait sur les promeneurs du net. Depuis, on a développé d'autres modalités de prévention primaire. Donc, je vais vous donner un exemple tout à l'heure avec le dispositif « Et si j'avais tort ». Je fais un peu de teasing comme ça. Voilà. Et ensuite, troisième volet, c'est la formation. Je ne vais pas en parler. Voilà, alors la prévention secondaire ou de l'accompagnement. Alors, je vous donne l'exemple de cette jeune fille que j'ai nommée Claire. Claire qui nous a été adressée, comme je vous le disais tout à l'heure, en obligation de soins. Elle avait 16 ans. Elle était donc suivie à la PJJ pour un contrôle judiciaire en raison d'une tentative de départ en zone irako-syrienne et d'incitation à un acte terroriste. Voilà, elle avait incité une jeune fille, alors je ne sais pas exactement comment c'était qualifié, je ne suis pas juriste, mais en gros, elle avait incité une jeune fille à aller poignarder à l'aveugle dans son lycée. Donc, il y a tous les échanges de mails et de messages là-dessus que la justice a trouvé. L'accompagnement qu'on a proposé pour Claire s'est articulé d'emblée avec nos collègues de PJJ. Alors ça facilite les choses, on a un groupement d'intérêt public et il y a donc du coup des collègues de PJJ qui travaillent déjà à la Maison des Ados. Donc on a un lien naturel avec ces institutions. Et donc eux, les éducateurs de PJJ, ont travaillé, je dois dire de façon époustouflante, sur la question de la propagande djihadiste auquel cette jeune fille a été soumise de façon extrêmement intensive. Il me disait, en gros, elle a passé plus de temps devant les vidéos de Daesh qu'en cours de maths, de toute sa scolarité. Donc, quand même, quand on sait le nombre d'heures de maths qu'on ingurgite au collège, c'était intense, très intense, en l'espace de quelques mois. Donc une articulation et des réunions régulières avec ces deux éducateurs. Et puis, pour notre part, on a proposé différents types d'accompagnement. Alors, d'une part, des suivis individuels, un suivi individuel par une de mes collègues pédopsychiatres, et également réalisé par une de nos assistantes sociales, qui est là dans la salle, que je salue, bonjour bien, et qui accompagnait cette jeune fille au quotidien, quasiment au quotidien, oui, par moment, à la fois en entretien, mais également via réseaux sociaux, Instagram, SMS, week-end, parfois tard, le soir également, dans les moments où la jeune fille avait besoin d'avoir un échange. Ces deux accompagnements individuels ont été très importants à notre sens parce qu'ils ont mis à jour des choses qui n'avaient pas pu être déployées, travaillées pour l'instant à la PJJ ou dans le passé quand cette jeune fille avait été incarcérée. Je voulais résumer assez rapidement, mais elle a été incarcérée pendant quelques mois. Des éléments qui étaient liés notamment au deuil de sa grand-mère. Sa grand-mère était décédée quelques mois autour de sa conversion religieuse quand elle avait 13 ans. Alors, elle insiste, Claire, pour nous dire non, je m'étais convertie avant que ma grand-mère décède. Sauf que la grand-mère est décédée à la suite d'une maladie et qu'on entend bien quelque part, d'ailleurs c'est le frère qui l'a verbalisé, que la religion était une grand-mère de substitution pour Claire. Ça, c'était un point qu'on a pu mettre en évidence. L'autre point, entre autres, c'était sa lutte un peu désespérée contre la passivité. Il faut dire que Claire a été une jeune fille qui a été harcelée, humiliée à l'école, et sa passivité, c'est une lutte ambivalente face à la passivité, mais qu'on pense être liée inconsciemment à son refus, quelque part, de la sexualité féminine. Alors je sais que hier, ça a été discuté de la haine du féminin, de la sexualité féminine, à voir comment on le définit. On pense repérer ces éléments-là chez Claire, et on voit comment
Au fil de l'accompagnement, ça se retrouve. Autre point, comme type d'accompagnement, c'est un accompagnement un peu standard qu'on propose à la maison des adolescents, que je vous décrivais tout à l'heure, en binôme, avec un psy et un travailleur social pour rencontrer l'adolescente et ses parents. Cette rencontre en binôme a évolué vers une proposition de thérapie familiale qu'on mène avec un de mes collègues, dont je fais la pub là sur l'écran, Sébastien Dupont, qui a commis un petit livre très sympathique sur la thérapie familiale. Une thérapie familiale qu'on a menée pendant un an, un peu moins d'1 an, avec cette famille, et qui a mis à jour, alors qui a permis de remanier certains liens familiaux, intrafamiliaux, effectivement, mais qui a aussi mis à jour les dimensions transgénérationnelles dont on a parlé déjà longuement. Notamment sur les dynamiques de rupture, et dynamiques de rupture dans des familles, dans des couples mixtes qui se rencontraient à l'occasion des multiples conflits armés qui ont eu lieu en Europe, et notamment en Alsace. Autre point que la thérapie familiale a mis en évidence, on va dire, c'est le nombre la fréquence, on va dire, dans cette famille, alors c'est une grande famille, mais la fréquence d'expression de ce fameux refus du féminin entre une sœur qui avait eu des problèmes d'anorexie, une autre sœur qui avait un problème une nièce qui, on va dire, se vivait garçon, voilà, un vécu de transidentité, de dysphorie de genre, ça dépend comment on voudrait le dire, et une autre de ses sœurs qui avait eu un passage, une période d'homosexualité sur laquelle Claire revenait très régulièrement. Ces éléments de refus du féminin, on les retrouve très fortement actuellement chez Claire, puisque 2 ans plus tard, la symptomatologie, c'est un peu comme ça qu'on l'entend, donc cette symptomatologie radicale s'est atténuée, il n'y a plus de risque de rupture. Certes, elle est toujours dans une revendication de son appartenance à la religion musulmane de façon salafiste, très rigoriste. Je dis revendication parce que dans les faits, on n'en est pas vraiment là, mais elle cherche et elle s'affilie progressivement de plus en plus, on va dire, à la religion musulmane, sans que ça génère de rupture avec sa famille, ce qui était quand même les risques premiers initialement. La rage qu'on avait observé au tout début avec ces volontés de violence ont disparu également, du moins la rage contre les autres, mais Claire n'est peut-être pas sortie totalement d'affaire, puisque là, depuis quelques semaines, on voit apparaître des symptomatologies anorexiques, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Donc encore une fois, fonction du symptôme, là on l'entend bien, on pense chez Claire. Cette fonction qui on pourrait qualifier presque d'ascétique finalement. Alors, Claire est un exemple de situation, il y aurait plein d'autres situations où l'aspect familial nous paraît être au cœur de la problématique globalement, et notamment de fonctions en miroir entre le parent et l'enfant. Alors c'est vrai notamment au niveau des supports idéologiques de radicalisation. Je vous disais en introduction qu'on insistait sur la pluralité des radicalisations. Et il n'est pas rare, du moins en Alsace, peut-être que chez vous c'est également le cas, de rencontrer l'émergence comme ça de ce qui est décrit comme de la radicalisation islamique, qui en fait n'est qu'une conversion à l'islam, à notre sens, dans une famille qui, elle, est profondément radicale d'extrême droite, avec des discours racistes extrêmement violents, des discours homophobes extrêmement violents, et des dynamiques de rejet, et du coup, en miroir, des dynamiques de rupture, une génération, une production de rupture entre le parent et l'enfant, mais qui n'est pas que liée à la propagande, pour le coup, qui n'est pas que liée à l'acte de l'enfant. Sauf à se dire, et ça on peut clairement imaginer, que le moment où l'enfant va choisir de se convertir à l'islam, il sait très bien que dans sa famille, ça va générer de la rupture, parce que probablement la séparation, l'autonomisation n'est pas possible dans ces familles. N'est pas possible, je ne vais pas paraphraser Serge Effez, mais on retrouve, nous, assez fréquemment, dans les familles qu'on rencontre, ces dynamiques c'est pour moi. Ouais. Ces dynamiques je ne trouve plus mes mots.
En tout cas de contrôle, d'emprise, d'emprise intriquée et de contrôle à la fois des parents sur l'enfant et puis de tentatives par moment de l'enfant sur le parent. Je m'arrête là pour l'exemple d'accompagnement, pour illustrer ce qu'on peut proposer en prévention primaire. Alors c'est vrai que très tôt, un peu à l'instar des addictions, on a beaucoup parlé des addictions, et les parallèles avec les addictions sont fortes, on pense également, des actions de prévention primaire ont été repérées comme étant nécessaires. Alors c'est vrai, mais toutefois, on savait l'inefficacité des contre-discours. On le connaît bien avec les addictions. J'en discutais encore avec mon collègue qui est psychologue et qui vient justement de l'addiction. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller dire à un toxicomane que c'est pas bon de prendre son produit, ou d'un fumeur de lui dire bah, c'est pas bon de fumer. C'est pas que ça qui va en tout cas être utile. Donc c'est pas efficace. Et puis, à notre sens, peut-être en termes, dans la problématique de la radicalisation, ça peut même être stigmatisant, voire être contre-productif en polarisant encore davantage la rencontre. Donc, nécessité d'un pas de côté. Alors, parmi les pas de côté qu'on a entendus, c'est développer l'esprit critique. Donc, on a essayé de développer l'esprit critique avec les collègues de l'Éducation nationale. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi? Que les jeunes gens qu'on avait en face de nous, dans les collèges et lycées, eh bien, ils avaient un esprit critique assez aiguisé, au contraire. Ils étaient déjà très critiques sur la société, parfois à juste titre, et qu'on n'avait pas forcément toujours des arguments très forts à leur livrer en retour. Alors, on est revenu un petit peu à la clinique et on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui serait un point commun dans ce qui nous inquiète? Et on s'est dit que finalement, ce serait peut-être l'usage un peu trop massif de défense qu'on pourrait qualifier de projective parmi ces individus, et peut-être également dans leur famille. C'est vrai que parmi les parents qu'on a pu rencontrer, alors voilà, je vous livre un peu notre impression. On n'a pas fait d'études statistiques, j'en suis bien désolé, hein, et puis ça ne vaudrait pas grand-chose. Je n'ai pas fait passer d'échelle de personnalité aux parents, mais ça nous a frappé de voir la différence avec les parents qu'on voit d'habitude à Maison des Ados, que je vois d'habitude en CMP, en psychiatrie. Il y avait plus que d'habitude de parents avec des troubles de personnalité paranoïaques, clairement. Et je ne pense pas que c'était lié que là, actuellement, au fait que leur gamin était converti à l'islam. Quand on entend le descriptif par les enfants de leur enfance, de comment ça fonctionnait dans la famille, à savoir qu'on ne pouvait pas être en désaccord, de façon, mais même sur le choix du film, on ne peut pas être en désaccord, on se dit que là, il y a quelque chose qui est, à mon sens, pathologique. Alors, ça fait peut-être d'ailleurs écho à ce que dans le rapport Bonelli et Carrier, il me semble avoir compris que dans la typologie utopiste, il y avait des parents décrits un peu dans le contrôle. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est ça que ce rapport a mis un peu en évidence et qu'on retrouve, nous, cliniquement, mais avec un autre regard? Je ne sais pas. On pourra peut-être en discuter. Alors, du coup, on s'est dit, bon, voilà, le problème, ce sont les défenses projectives, c'est la certitude, c'est l'absence de doute, parce que l'absence de doute, c'est pas être sain dans son esprit, ça peut être également le signe d'un trouble de la personnalité, notamment parano, voilà. En tout cas, et ou du moins de l'usage de défenses projectives un peu trop fortes. Et on a rencontré, un peu par hasard, l'équipe du CPRMV, donc voilà, d'autres acteurs, on va dire, du Canada qui font pas du Québec, voilà, je vais juste me prononcer sur un outil, en tout cas, qui nous a paru intéressant et qui s'appelle « Et si j'avais tort ». Donc là, je vous ai mis que les sites Internet. Les deux premiers sont les nôtres, notre Facebook et celui de notre page YouTube. Et en dessous, c'est le « Et si j'avais tort » des Québécois. Le « Et si j'avais tort », il propose quoi? Il propose justement de valoriser le regard critique sur soi, de valoriser le doute, du doute dont on a besoin tous, que ce soit les adolescents, que ce soit les parents, que ce soit les professionnels. Voilà, il faut être dans le doute aussi, probablement nous-mêmes. Oui, je vous assure, c'est nécessaire. Donc on s'est approprié cet objet, cet outil,
Et puis depuis 6 mois, on l'utilise auprès de collégiens, de lycéens, de détenus, de parents, de nous-mêmes, et puis on se livre à ces 3 questions. De pouvoir livrer, que ce soit en groupe, en individuel, au sein de la famille. Alors on a essayé différentes, à chaque situation, on l'essaye. Voilà, je m'arrête là, on essaye différentes modalités du « Et si j'avais tort » avec 3 questions. J'ai eu tort quand je pensais que telle chose m'a permis de découvrir que j'ai eu tort, et puis depuis, ce changement de regard m'a apporté telle et telle chose. J'avais une petite vidéo à disposition, mais c'est trop tard, donc je vous invite à aller la regarder, les regarder, et à utiliser également le dispositif peut-être chez vous. Voilà, merci, au revoir. Merci.